Ok. Alors, on va faire des exercices et puis il faut qu'on fasse les filtres et les diagrammes de Bode. Ça vous parle, le diagramme de Bode? Moi, toujours Et pas. les diodes, si, on peut faire un ou deux exos de diodes quand même, oui, tout à fait. Why not? Mais il faut faire les filtres quand même. Donc la dernière fois, on a introduit la notation complexe, ça va être très utile ici. On a vu, donc je rappelle en deux mots, vous avez par exemple un générateur qui délivre une tension sinusoïdale, sinus oméga t, dans un certain, disons, on va faire un truc simple avec, qui délivre donc une tension qui alimente une certaine charge qui a une impédance équivalente ZC, donc on est en représentation complexe, et vous avez le courant I qui vaut, alors tout en représentation complexe, et écrire que E c'est ZI, de charge fois I, et donc vous avez I qui vaut sur Z, bien sûr. Et donc, si vous forcez le circuit, si vous alimentez le circuit à la pulsation oméga, tout dans le circuit va osciller à la pulsation oméga, donc y compris I. Simplement, il peut y avoir un déphasage. De ça, vous tirez que l'amplitude de I. Donc I, ça va être un certain grand I cos oméga t plus phi, d'accord? Et vous avez, donc ça c'est une représentation complexe, vous avez l'amplitude de I qui vaut simplement l'amplitude E0 divisé par le module de Z, et vous avez cette phase-là, c'est-à-dire le déphasage entre E et I, qui est, comme vous le voyez ici, l'argument de I, c'est l'argument de E moins l'argument de ZC. Donc cette phase ici, en fait, c'est moins l'argument de Z. C'est son module, ça c'est son argument. Et donc, si on connaît l'impédance équivalente, on en déduit le déphasage et l'amplitude de l'oscillation. Et puis donc, on avait étudié la réponse. Alors, soit qu'on regarde l'intensité, soit qu'on regarde la tension ici, qui n'est rien d'autre que ZI, en l'occurrence à l'OE. Il peut y avoir donc des amplitudes et des phases qui dépendent de la pulsation à laquelle on excite le système. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est le cas particulier, l'usage des systèmes électrocinétiques en régime sinusoïdal en termes de filtres. Allez, je fasse tout. Donc, on va prendre un des cas les plus simples, un simple filtre RC. Par exemple, vous avez, allez, on va faire d'abord celui-là, RC, voilà. Vous avez un signal d'entrée ici, E. Donc, par exemple, ça c'est la masse, enfin vous mettez la référence du potentiel quelque part. Là, donc, vous avez ici la tension d'entrée, VE, si vous préférez, non, je vais l'appeler. Et puis, vous imaginez ici, vous vous intéressez à la tension bande de la capacité, par exemple, ici, que j'appelle S comme sortie. Alors, je mets des barres encore pour indiquer qu'on a une représentation complexe. Sous cette forme-là, vous voyez qu'en fait, on a affaire à ce qu'on appelle un quadripôle. Ce module-là, il a en fait 4 pôles. Il y a 2 pôles d'entrée et 2 pôles de sortie, d'accord? Ça, c'est un dipôle, ça, c'est un dipôle. Vous pouvez, ce système-là est un quadrupôle, où vous avez donc 2 voies de sortie, 2 voies d'entrée. Il y a la tension E à l'entrée, la tension S à la sortie. Et
vous vous intéressez à ce qu'on appelle la fonction de transfert de ce quadripôle, fonction de transfert, qu'on note H comme transfert, H. Et cette fonction de transfert, donc, vous la définissez simplement comme... alors, c'est une grandeur complexe si on travaille avec la représentation complexe, c'est simplement ce qui sort divisé par ce qui rentre. Et donc, on conçoit qu'il est intéressant de s'intéresser à relier la sortie à l'entrée. Alors ça, c'est un cas particulier, mais de manière générale, vous avez un quadripôle où là-dedans, il peut y avoir des choses extrêmement compliquées, une boîte noire, et vous intéressez à la sortie par rapport à l'entrée. Et donc, la fonction de transfert, de manière générale, c'est S sur E. Alors, il y a plusieurs fonctions de transfert, en réalité. Ça, c'est le transfert tension-tension. Mais vous pouvez aussi vous intéresser, donc si jamais c'est la tension qui vous intéresse en sortie, mais vous pouvez aussi vous intéresser à ce qui sort en courant, par exemple. Si vous vous intéressez au courant de sortie ici, celui-là, par exemple, alors vous avez une fonction de transfert qui va être simplement définie, je vais mettre un H', qui va être définie par I de sortie divisé par la tension à l'entrée. D'accord ? Ou bien vous pouvez vous intéresser, au contraire, à la tension de sortie par rapport au courant que vous faites rentrer. À ce moment-là, la fonction de transfert, ce sera la tension de sortie divisée par le courant d'entrée. Bref, cette fonction de transfert, c'est ce qui vous fait passer de la grandeur qui vous intéresse en entrée à la grandeur qui vous intéresse en sortie. Alors, quand ces deux tensions qui sont concernées, donc la tension de sortie et la tension d'entrée, évidemment, H, comme vous le voyez, est une fonction d'une grandeur sans dimension. Sinon, dans ce cas-là, par exemple, la dimension de H, eh bien, c'est 1 sur une résistance, c'est une admittance. Bon. Okay. Donc, mais l'idée générale, c'est que vous avez une boîte noire, mais que dont vous cherchez à connaître le fonctionnement, qui vous relie une entrée à une sortie. L'intérêt de cette formalisation, c'est qu'ensuite, vous pouvez mettre plusieurs boîtes noires comme ça à la file. D'accord ? Et puis, si vous connaissez la fonction de transfert de cette boîte-là, puis la fonction de transfert de cette boîte-là, la fonction de transfert globale, ça va être le produit des deux, typiquement. Alors, il faut faire attention à une chose, je vais le préciser au fur et à mesure. Il ne faut pas qu'il y ait de rétroaction de ce que vous mettez là sur le fonctionnement de ce qu'il y a là. Ce qui n'est pas toujours garanti, mais on essaye en général de le faire. Donc là, typiquement, ça, vous avez compris l'idée. Typiquement ici, je vais m'intéresser à la sortie, donc à la tension au bord du condensateur en fonction de la tension à l'entrée représentée ici, mais en faisant l'hypothèse, parce que sinon c'est pas si simple, en faisant l'hypothèse que c'est un circuit ouvert ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intensité qui passe là. I ici égale 0. C'est-à-dire que l'intensité qui passe là, alors celle-là je vais l'appeler IS. L'intensité, voilà, il y a un courant qui rentre, je vais l'appeler IE, et puis il n'y a rien qui sort, donc IE est ici. Donc ça c'est vrai, si j'ai juste ce quadripôle comme ça, je mets mon voltmètre ici, je regarde E, je mets mon voltmètre ici, ou mon oscilloscope, je regarde S, et il va se passer ça effectivement. Si vous mesurez juste la tension là, il n'y a pas de courant qui va partir. Maintenant, si vous mettez autre chose derrière, c'est plus un circuit ouvert, et éventuellement, il y a un courant qui sort là. S'il y a un courant qui sort là, ça ne va pas être le même là, et donc ça va modifier la sortie ici. Donc, si vous ne voulez pas toucher au fonctionnement de ce quadripôle-là, il faut que quand vous mettez quelque chose derrière, il y a une impédance d'entrée ici, infinie, de sorte que ça ne prend pas de courant. Donc voilà, il y a des précautions à faire si on veut mettre en cascade des opérateurs, mais ne rentrons pas dans ces détails, on va juste étudier le fonctionnement de ce quadripôle. Quelle est la tension au bord du condensateur en fonction de la tension d'entrée. Alors, donc on va l'écrire, donc ça on va dire S. Donc que vaut S?
eh bien, on a le pont diviseur de tension classique. Hein. La tension ici, c'est ça. C'est ça divisé par ça plus ça de ça. D'accord? Pour rappeler, hein, justement parce que le courant est le même ici. Donc la tension ici, c'est ZC, si vous voulez S, je vais l'écrire comme ça. C'est Z associé au condensateur fois le courant IE. Et le courant IE, c'est E divisé par R plus RC. C'est l'entrée divisée par la résistance totale, enfin, l'impédance totale, on dit en représentation complexe, plus, donc R, ou le Z du R qui vaut R, plus ZC. Donc on a bien la sortie qui vaut ZC, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est 1 sur JC oméga, on va le écrire tout de suite, sur R plus ZC de E. Par conséquent, la fonction de transfert de ce dispositif, qui est un filtre, on va le voir tout de suite, la fonction de transfert, elle est simplement égale à ZC sur R plus ZC, hein, puisque c'est S sur E. Alors remplaçons maintenant ce qu'on a appelé ZC, bien sûr, c'est 1 sur JC oméga. Je suis habitué à ça maintenant. Donc ça va faire 1 sur JC oméga sur 1 plus JRC oméga. D'accord? Alors, on sait bien, donc ça c'est évidemment homogène, hein, on se souvient que ça c'est un temps, hein, c'est le temps caractéristique de charge ou décharge du condensateur de capacité C à travers la résistance R. Ça, donc c'est l'inverse, c'est un temps, donc c'est l'inverse d'une pulsation. Je vais encore l'écrire de façon plus concise encore. Je vais écrire ça 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Voilà, ça fait sortir explicitement l'homogénéité de cette fonction. H est sans dimension, hein, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Et on a donc, ça s'écrit 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Difficile de faire plus simple. Où oméga 0, en l'occurrence, donc, vaut 1 sur RC. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à cette fonction. Donc, si je connais ça, je saurai, en fonction de l'entrée que je mets, quelle est la sortie. Bon, le tableau est petit, je vais effacer presque à la mesure que j'écris. Essayer quand même de... C'est bon, je peux effacer là? Juste ça? Ok. Alors, ce qu'on appelle diagramme de Bode, ce sont des diagrammes qui permettent de représenter le comportement de la fonction de transfert en fonction de la pulsation. Bode, c'est le nom d'un physicien néerlandais, je crois, mais, enfin américain, mais d'origine néerlandaise. Hendrik, je ne sais pas quoi, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà oublié son nom. Enfin, il a vécu du début du 20e vers il est mort en 82, comme si je me souviens bien. Enfin bref, c'est un physicien, ingénieur, inventeur du siècle dernier. Alors, le premier consiste à représenter ce qu'on appelle le gain du quadrupole ou du filtre. Alors ça, on va voir qu'en fait, ça réalise la fonction d'un filtre, donc je peux l'appeler filtre tout de suite. Enfin, c'est un quadrupole. De manière générale, c'est un quadrupole. On va voir que ça réalise la fonction d'un filtre. Donc le gain, enfin, je vais plutôt mettre du quadrupole, soyons. Alors je ne sais jamais si on dit quadrupole ou quadrupole. C'est quadrupole. Ok. Merci. On dit dipôle et quadrupole. Chaque fois je me crois avec le plan. On dit des quadruples. Ouais, on dit c'est vrai. Quadrupole. Ah ouais. Quadrupole. Gain du quadrupole. Alors, on le note G. Et ça, alors, c'est 20 log à base 10 du module de H. D'accord? Par définition, on appelle le gain. Alors, en fait, donc le gain, c'est le module de H,
mais on le représente en échelle logarithmique parce que ça varie énormément en fonction de la pulsation. Et donc, il est d'usage de représenter son logarithme et 20 pour des raisons historiques. Oui. Alors, pardon, excusez-moi, non, ça c'est le gain en décibels. Alors, le gain, c'est le module de H, pardon, excusez-moi. Ce qu'on appelle le gain, c'est le module de H, et ça c'est le gain en décibels, justement. On prend le log pour passer en échelle logarithmique, et donc ça c'est 100 dimensions, H est 100 dimensions, G est 100 dimensions, donc le gain par exemple c'est 20. Si le gain vaut 20, je sais pas, ça veut dire que la sortie c'est 20 fois l'entrée, tout simplement. Plus un déphasage. Oui. Ça, je crois que c'est que pour des tensions sinusoïdales. Ah oui, 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 je suis en tension sinusoïdale depuis le début. Oui, oui, j'ai un oméga ici. Oui, oui, c'est purement sinusoïdal. Donc, pardon, le gain, c'est le module de H. Donc, c'est vraiment le rapport du module de la sortie sur le module de l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au déphasage, plus le rapport des amplitudes, si vous voulez. Et on l'exprime en décibels en prenant son logarithme. Et on met le facteur 20 ici pour une raison pratique, historique. C'est comme ça. OK? Voilà, oui, je laisse les barres en dessous. OK, donc ça c'est le gain, c'est le premier diagramme de Bode. Donc là-dedans, il y a le rapport des amplitudes, et puis il y a entre la sortie et l'entrée, et puis il y a le déphasage entre la sortie et l'entrée, et ça va être donné par la phase de la fonction de transfert. Donc d'une part, il y a le gain, et d'autre part, il y a la phase de la fonction de transfert, c'est-à-dire H. Et donc ça, c'est simplement, c'est l'argument de H. De H, de la grandeur complexe H. OK ? Donc effectivement, si on a son module et sa phase, on a entièrement caractérisé le nombre complexe qui représente cette fonction de transfert. D'accord ? Bon, alors faisons-le sur ce cas particulier. Je vais écrire là. Je vais écrire là H. Sur oméga 0. Et on va s'intéresser d'abord au gain. Alors G, donc on a dit que c'était le module de ça, donc G c'est 1 sur racine de 1 plus oméga 2 sur oméga 0 carré, d'accord? Le module d'un rapport, c'est le rapport des modules, et le module de ce nombre complexe, c'est évidemment ce que j'ai écrit en bas. Alors, pour le représenter sur une échelle logarithmique, sur un diagramme logarithmique, on calcule le gain en décibels, donc ça fait 20 log de 1 plus oméga 2 sur oméga 0 carré de toute puissance moins 1,5, d'accord? 1 sur la racine, donc ça, log de ça. Et donc ça fait, log d'un truc puissance moins 1,5, ça fait moins 1,5 de log du truc, donc ça va faire moins 10 log de 1 plus oméga 2 sur oméga 0 carré. Voilà ce que vaut le gain en décibels de ce quadrupole de ce filtre-là. Alors représentons ça sur une échelle logarithmique. Alors ça c'est classique, donc j'imagine que vous avez déjà vu ça plein de fois, mais voilà, juste on révise. Si on met le gain en décibels, alors en fonction de la pulsation, alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les comportements asymptotiques, c'est-à-dire les comportements quand oméga est très petit ou quand oméga est très grand. On a déjà vu ça la dernière fois. Comportement asymptotique. Alors, quand oméga tend vers 0, c'est-à-dire en régime quasi continu, pas de pulsation, enfin pulsation très lente,
donc qu'est-ce qu'on obtient? Bah, si oméga vaut 0 ici, log de 1, ça fait 0. Et donc on a le gain en décibels qui vaut 0. C'est-à-dire, le gain en décibels étant le log, si le gain en décibels vaut 0, en fait le gain vaut 1. Voilà, si vous mettez oméga là-dedans, bah, G c'est 1. Effectivement, si oméga vaut 0 ici, la fonction de transfert c'est 1. Alors ça, d'un point de vue... Enfin, ça se voit sur le filtre, sur ce filtre-là en l'occurrence. Si on est à pulsation nulle, vous vous rappelez que donc on est quasiment en régime continu. En régime continu, un condensateur, c'est un fil ouvert. Donc en fait, en régime continu, il n'y a rien qui passe là. Donc il n'y a pas de courant, comme il n'y a pas de courant non plus qui sort, il n'y a pas de courant du tout, donc il n'y a pas de chute de potentiel entre là et là. Par conséquent, la sortie est égale à l'entrée. Donc ça, on aurait pu le dire dès le début. En régime continu, ce truc-là se comporte comme juste deux filtres. On récupère en sortie exactement ce qu'il y avait en entrée. En tout cas, donc, pour oméga petit, alors, on a dit qu'on allait le faire en log. Alors, je vais le représenter, ça c'est toujours le problème. Je vais le représenter en log. Alors, j'ai pas, souvent vous allez trouver log de oméga, c'est une horreur d'écrire log de oméga, parce que oméga est dimensionné. Vous ne pouvez pas prendre le log d'un truc dimensionné. Donc il faut toujours le rapporter, il faut l'adimensionner, le rapporter à une unité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapporter à oméga 0, puisqu'il y a une pulsation privilégiée dans ce système, c'est oméga 0 et 1 sur RC, je vais faire comme ça. Donc quand oméga tend vers 0, vous avez log de ça qui tend vers moins l'infini. Log de 0, ça tend vers moins l'infini. Donc, quand on est par là, grosso modo, GdB, ça vaut 0. Voilà. Ça, c'est le comportement asymptotique pour les oméga très petits. Je vais mettre ici, par exemple, si je mets 0 ici pour le log, ça veut dire qu'en fait, ici, ça correspond à oméga égale oméga 0. Quand oméga vaut oméga 0, le log vaut 0. Ok, l'autre comportement asymptotique, c'est quand oméga tend vers l'infini. Alors quand oméga tend vers l'infini, manifestement, le 1 va compter pour du beurre, va devenir négligeable. Donc on va simplement avoir GdB qui se comporte comme moins 10 log de oméga sur oméga 0 carré, donc moins 20 log de oméga sur oméga 0. Donc dans ce diagramme-là, le comportement asymptotique à grand oméga sur oméga 0, quand on dit que ça tend vers l'infini, en fait, ce que ça veut dire, c'est que oméga est grand devant oméga 0. Eh bien, vous avez donc, ça c'est l'équation d'une droite dans ce diagramme-là. G en fonction de log, c'est juste la droite de pente moins 20. Donc voilà le comportement asymptotique à grande pulsation, avec ici une pente. Alors on dit que ça c'est une pente à moins 20 décibels par décade. Ça vous parle ça? C'est-à-dire quand on augmente de 1 le log, qui est un log à base 10, on appelle ça une décade. Une décade c'est un facteur 10. 10 fois, 100 fois, c'est un facteur 100, c'est 2 décades, 1000, 3 décades, etc. Donc, à chaque fois qu'on augmente de 1, d'accord, c'est le principe de l'échelle logarithmique. Vous avez ici 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et donc, pour chaque décade, vous perdez moins 20 décibels. Là, vous avez une certaine valeur, là, vous avez la même valeur, moins 20. Bon, en fait, donc là, vous avez moins 20. Ici, vous avez moins 40. Décibels, moins 60, etc. C'est presque bon. Voilà. Ok. Donc vous avez ici une pente dont on dit qu'elle est à moins 20 décibels par décade, parce que c'est le cas. Et donc vous avez le comportement asymptotique à grande valeur d'oméga sur oméga 0, vous avez le comportement asymptotique à petite valeur, et donc vous reliez les deux à peu près. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir où ça couple l'axe central, enfin ce que ça vaut donc pour oméga
égale oméga 0. Donc c'est pas asymptotique, mais c'est un point remarquable ici. Pour oméga égale oméga 0, eh bien, on a le gain qui vaut 1 sur racine de 2. On a le gain en décibels, donc là ça vaut 1, qui vaut moins 10 log de 2. Et là, si vous prenez vos calculettes et que vous calculez moins 10 log à base 10 de 2, vous allez trouver moins 3. 0, 0 pas beaucoup. Voilà. D'où l'appellation pulsation de coupure à moins 3 décibels. On a déjà dit ça une fois dans, je sais plus, il y a deux ou trois cours, on a parlé de ça, des coupures à moins 3 décibels. Vous vous rappelez, quand on a regardé la résonance en tension ou en intensité, je ne sais plus, en intensité, en fait, du circuit RLC, hein, on a vu qu'il y avait une résonance quand on forçait le système à sa fréquence, à sa pulsation propre, puis on avait vu qu'il y avait deux fréquences de coupure pour lesquelles l'intensité était divisée par racine de 2. Je vous avais dit que c'est une convention, ce qui correspond à une puissance divisée par un facteur 2. Et donc on les appelle coupures à moins 3 décibels, tout simplement parce qu'effectivement, quand le gain est divisé par rapport au gain maximal, qui vaut ici 1, lorsque le gain est divisé par racine de 2, donc ici il vaut 1 sur racine de 2, eh bien ça fait une chute en décibels de moins 10 log de 2, c'est-à-dire moins 20 log de 1 sur racine de 2, et ça c'est moins 3 décibels. Donc ici, la courbe qui est asymptotiquement vaut 0 à petite fréquence et vaut moins 20 log de oméga sur oméga 0 à haute fréquence, cette courbe-là coupe l'axe ici à moins 3 décibels. Moins 3. Et donc voilà, ça vous permet de la tracer, ça va pas être loin de ça. Voilà, donc ça c'est la réponse en fonction de la fréquence sur un diagramme logarithmique du gain, enfin, du log du gain. Donc ça s'appelle le diagramme de Bode du filtre, enfin du quadrupole. Oui, il y a la phase aussi. Alors voilà, ça c'est le diagramme en gain, et maintenant on va regarder le diagramme en phase. Je disais, il y a deux diagrammes de Bode, celui sur le gain, le voilà. Donc voilà, ça nous dit clairement, alors, ça justifie l'appellation de ce filtre, qui est un filtre passe-bas. On appelle ça un filtre passe-bas, on va dire coupe-haut aussi. Ce que vous voyez, c'est que les basses fréquences passent sans aucun problème, sans même être atténuées ni amplifiées en l'occurrence, mais en tout cas, les basses fréquences passent. Et à haute fréquence, c'est coupé très vite, hein, parce que ça c'est logarithmique. Hein, donc vous voyez, dès que vous allez à une fréquence 100 fois supérieure à la fréquence de coupure, ben, vous avez perdu 40 décibels, et donc 40 décibels, c'est en l'occurrence un facteur 100 sur le gain. Voilà, et donc toutes les fréquences hautes sont complètement coupées, donc ça fait un filtre qui ne laisse passer que les petites fluctuations. Si en plus des fluctuations de basse fréquence, vous avez du bruit à très haute fréquence, il n'y aura plus aucun bruit qui va sortir. Parce que simplement, ça ne passe pas. Donc c'est une très bonne façon de supprimer du bruit qui pourrait être créé par des parasites. Tout ce qui est haute fréquence, ça dégage. D'où l'intérêt, évidemment, de ce dispositif. Ok, alors la phase maintenant. Je peux effacer, c'est bon? Oui. Ouais. Allez, la phase. Donc la phase, donc c'est simplement l'argument de ça. Donc l'argument d'un rapport, c'est l'argument du haut moins l'argument du bas. L'argument du haut, c'est 0, d'accord, c'est un nombre réel. Donc ça va faire moins l'argument de 1 plus j oméga sur oméga 0. Et ça, clairement, l'argument de ce truc-là, enfin, la tangente de cet argument, c'est oméga sur oméga 0. Donc
ça fait moins arc tangente d'oméga sur oméga 0. Donc on peut représenter le diagramme de phase, le diagramme de Bode correspondant à la phase en fonction de oméga ou de oméga sur oméga 0. Voilà. Oméga. Ça c'est la phase. Donc pour oméga qui vaut 0, l'arc tangente de 0 c'est 0. Mais alors attention, s'il y a un c'est négatif, donc quand oméga sera un petit peu plus grand que 0, comme ça, si vous voulez, quand oméga tend vers 0, ça tend, c'est à peu près égal. L'arc tangente, c'est moins oméga sur oméga 0. Tangente de θ, c'est θ pour θ petit. Alors quand je dis tend vers 0, en fait, ça veut dire petit devant oméga 0. Quand oméga égale oméga 0, ah oui, non. Ah si. Quand oméga vaut oméga 0, donc on a l'arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Toujours avec le signe moins. Et quand oméga est grand devant oméga 0, on a l'arc tangente de l'infini, c'est-à-dire pi sur 2, avec le signe moins, donc on a moins pi sur 2. Donc le comportement asymptotique pour oméga grand devant oméga 0, c'est moins pi sur 2. Ici c'est 0. Mais par contre, alors en oméga 0, ça vaut moins pi sur 4. Je suis embêté par ça. C'est correct pourtant. Mais c'est parce que c'est log de oméga. Ouais, si on le met en log, ça va faire un truc comme ça. Mais si on ne le met pas en log, en fait, ça descend plutôt comme ça. C'est pas de pente nulle ici, quoi. Ah bah si, quand oméga tend vers 0, c'est quand même de pente nulle. Ah oui, si, c'est ça. Donc ça fait un truc comme ça. Bah. Mais non, il se comporte comme ça, non, donc ça pente, c'est moins 1. Ok, bon, voilà, ça fait ça. Évidemment, quand on le représente en fonction de log. Mais pour la phase, on ne le représente pas toujours en fonction du log, ça dépend. On a tendance à le faire comme ça. Me semble-t-il. Non vous l'avez en fonction du log aussi pour les phases? Nécessairement. En tout cas, ça fait un truc comme ça. Non, ouais. Parce qu'il faut que ça coïncide avec le oméga égale oméga 0 à ah oui, non mais... Enfin, on peut le mettre... Enfin, là, effectivement, ça coïncide pas. Ce point-là, c'est celui-là, on est d'accord. Hein. Enfin, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça que vous vouliez dire. Oui. D'accord. J'avais pas compris. Oui, ok. Non, enfin, effectivement, je l'ai mis en dessous, mais c'est pas... Ce point-là, c'est celui-là, bien sûr. Si vous voulez, oui, d'accord. Ok. On va le faire en log aussi, effectivement. Donc, log de oméga sur oméga 0. Donc, en 0, donc cette fois, ça va correspondre. On a ici moins pi sur 4. On a ici 0. En dessous, ça va à moins pi sur 2. Moins pi sur 4, moins pi sur 2, 0. Donc on a quelque chose qui vaut 0 à l'infini, comme ça, et puis qui passe par ici et qui finit. Voilà, si je l'ai. Oui, effectivement, j'aurais dû mettre ça là et ça en dessous là. Peut-être encore jouer d'une couleur pour représenter la phase ici. Ce serait ça avec une échelle différente. J'aurais ici moins pi sur 4, ici moins pi sur 2, ici 0. Voilà. Si je représente la phase, si je représente les deux sur le même graphe, ça va faire ça.
D'accord? Donc, en régime quasi continu, enfin pour les basses fréquences, il sort exactement ce qui rentre, l'amplitude est la même, et en fait, il n'y a pas de déphasage non plus. Enfin, le déphasage entre la sortie et l'entrée est nul. C'est-à-dire que ça va suffisamment lentement pour que la sortie suive l'entrée de façon sans déphasage. Maintenant, si on est exactement à la fréquence de coupure ici, vous avez donc une réduction d'un facteur racine de 2 de la tension et un déphasage de pi sur 4. Donc vous êtes en quadrat, ce qu'on appelle... non, c'est la quadrature, c'est quand on a pi sur 2. Comment on dit pi sur 4? Je ne connais pas. Et quand vous êtes à haute fréquence, vous avez énormément atténué la tension et vous êtes en quadrature, vous êtes en déphasage de pi sur 2. OK? Pas de questions? Alors, on va faire un autre filtre RC, et dans l'autre sens, on va mettre C là et R là maintenant. OK? Alors, on y va. Et on va refaire pareil, ça va être très rapide, hein, mais je pense qu'il faut le faire quand même. Donc, on a compris le principe. Donc, on a C, je fais plus petit pour avoir plus de place par ailleurs. C, R. Et donc, on regarde ce qui sort par rapport à ce qui rentre. Donc, la fonction de transfert, par définition, c'est S sur E. Et donc, ça fait, alors c'est exactement pareil, hein, c'est l'impédance d'ici divisée par la somme des impédances. Donc, ça va faire R sur R plus 1 sur JC oméga. Et donc, si je mets l'illuminateur ici, ça va faire JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Et je vais réintroduire le oméga 0 là. Ça fait J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Voilà. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on a un numérateur qui n'est plus 1, mais J oméga sur oméga 0. Ok, alors on va refaire la même chose. Le gain G, qui n'est rien d'autre que le module de la fonction de transfert, ça vaut oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus oméga sur oméga 0 carré racine. Ça, c'est le gain. Et par conséquent, le gain en décibels vaut un log de ça, donc, enfin 20 log de ça, pardon, donc 20 log de oméga sur oméga 0 moins, je vais un peu vite, 10 log de 1 plus oméga 2 sur oméga 0 carré. Voilà ça. Le log d'un rapport, c'est la différence des logs. Par définition, ça c'est 20 log de G. Et donc ça fait 20 log du numérateur moins 20 log du dénominateur. Les logs d'un truc puissance 1,5, c'est 1,5 du log, donc moins 10 log de 1 plus oméga 2 sur oméga 0 carré. OK ? Ok. Oui, je ne sais pas si c'est super astucieux d'avoir écrit comme ça. En tout cas, on va regarder les comportements asymptotiques. Oméga petit devant oméga 0. Ça veut dire que ça, c'est négligeable devant 1. Et donc, on a G. C'est-à-dire ça, c'est négligeable devant 1. Donc là, on a log de 1, c'est-à-dire 0. Donc il reste cette partie-là. Donc le gain en décibels vaut 20 log de oméga sur oméga 0. OK ? Pour oméga égale oméga 0, on a le gain. On a le gain
qui vaut 1 sur racine de 2. C'est-à-dire le gain en décibels qui vaut moins 3. Moins 3 décibels. Moins 20 log de racine de 2 sur 3. À peu près moins 3, 0 à chaque fois. Et pour oméga grand devant oméga 0, on a le gain en décibels. Là, cette fois, c'est ce terme-là qui est négligeable, ou ce terme-là qui est négligeable. Du coup, vous voyez que le gain vaut tend vers oméga sur oméga 0 divisé par la racine de son carré, donc ça fait 1. Si vous voulez, ça c'est pareil. Donc ça fait 20 log de ça moins 20 log de la même chose, ça fait bien 0. Ça tend vers 0. Donc si on représente le diagramme de Bode pour le gain, donc pour l'amplitude, s'il vous plaît, on va avoir, en fonction de log de oméga sur oméga 0, donc ici on va avoir 0, c'est-à-dire oméga égale oméga 0. Pour oméga très grand, ça tend vers 0. Voilà l'asymptote. Pour oméga très petit, donc pour le 1 log qui tend vers moins l'infini, on a comme asymptote cette droite-là. Donc ça, c'est une droite qui passe par 0 ici. Et qui a pour pente 20 décibels par décade, plus 20 décibels par décade cette fois. Et puis, en oméga 0, ça vaut moins 3, donc on passe ici par moins 3. Voilà, et donc finalement, le diagramme de Bode, le voici. Yes? Donc c'est presque le symétrique du précédent. Et là, c'est un filtre manifestement passe haut ou coupe bas, ça coupe les basses fréquences et ça laisse passer, sans modification en l'occurrence, les hautes fréquences. Ça passe haut. Donc là, c'est le contraire. Si vous avez un signal qui lui-même est encodé à haute fréquence, par exemple, si par-dessus ces fréquences qui sont celles qui vous intéressent, qui correspondent à votre signal, il y a une variation un peu lente parce que les conditions externes varient, parce qu'il y a des parasites un peu qui évoluent lentement, en faisant passer à travers un filtre de ce genre-là, toutes les modulations de basse fréquence vont être complètement éliminées et il va vous rester juste votre signal de haute fréquence pur en quelque sorte, au-delà disons d'une dizaine de fois la fréquence de coupure ici, la fréquence oméga 0. Le gain est plat, donc vous récupérez votre signal sans aucune modification. Alors ça se lit aussi sur la forme du filtre. Évidemment, c'est un filtre élémentaire, là, donc c'est assez facile de voir ce qui va se passer. Si on est à haute fréquence, effectivement, le condensateur va se comporter comme un fil, et donc le quadrupole devient simplement ça, et donc vous avez E ici, vous avez un courant qui passe là, donc E égale RI, et puis S égale R, enfin de toute façon, oui, si ça c'est un fil, vous récupérez ici exactement la même tension qu'ici. C'est une évidence, indépendamment de ce que vous mettez là en l'occurrence d'ailleurs. Maintenant, si vous êtes à très faible fréquence, au contraire, ce condensateur se comporte comme un fil ouvert, et donc, eh bien, il n'y a pas de tension du tout, et donc c'est un filtre évidemment qui va couper toutes les basses fréquences. Parce que le courant ne va jamais passer à basse fréquence. C'est bon? Alors, la phase. J'efface ça. La phase phi. C'est donc l'argument de H c'est donc l'argument du haut moins l'argument du bas. L'argument du haut, c'est pi sur 2.
moins l'argument du bas, c'est comme tout à l'heure, c'est l'arc tangente de oméga sur oméga 0. Ça, c'est pi sur 2 parce que c'est un nom complexe pur, hein, un imaginaire pur. Pardon. Et donc, c'est sur l'axe vertical dans le plan complexe. Ok, et ça, donc pour oméga petit devant oméga 0, ça vaut donc phi qui est de l'ordre de pi sur 2 moins 0 de pi sur 2. Pour oméga égale oméga 0, on va avoir pi moins l'arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Donc ça vaut exactement ici pi sur 4. Et pour oméga grand devant oméga 0, l'arc tangente de l'infini c'est pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. Donc si je le représente ici sur le même diagramme logarithmique, j'ai la phase du filtre RC ici qui vaut donc pi sur 2 à faible valeur, qui vaut exactement pi sur 2, qui vaut pi sur 4 en oméga 0 et qui vaut 0 l'infini. Donc si je trace la phase, j'obtiens quelque chose comme ça. Okay. Donc on est en quadrature à basse fréquence, mais il n'y a rien qui passe de toute façon. À la fréquence de coupure à moins 3 décibels, c'est-à-dire oméga 0, on est à nouveau avec pi sur 4. Alors tout à l'heure c'était moins pi sur 4, là c'est plus pi sur 4. En fait, vous voyez que cette fois, c'est la sortie qui est en avance de phase par rapport à l'entrée. Tout à l'heure elle était en retard, quand on avait interverti R et C. Et par contre, à haute fréquence, tout passe sans affecter l'amplitude et sans déphasage. À haute fréquence, c'est comme s'il n'y avait pas de capacité, donc c'est un bête circuit complètement avec des impédances réelles, donc il ne peut pas y avoir de déphasage. Voilà, si on représente ça de la même façon, non pas en log, mais juste en fonction d'oméga, on va voir ça. Voilà. C'est bon? Super facile. Un filtre RL. Allez. Pas de questions? Good. Alors là, ça va être encore plus rapide. R, L, une entrée, une sortie. La fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée. Et donc, c'est l'impédance de L divisé par l'impédance de L plus l'impédance de R. Toujours le pont diviseur, hein. Ça sur ça plus ça. Alors, l'impédance, je vais l'écrire d'abord une fois comme ça, donc plus R plus Z. Et l'impédance de L, on est tous d'accord que ça vaut JL oméga. En régime sinusoïdal, bien sûr. Donc, JL oméga sur R plus JL oméga, qu'on peut réécrire J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 avec oméga 0 qui vaut L sur R, R sur L. Donc c'est l'inverse du temps caractéristique d'établissement du courant dans le circuit RL, vous vous souvenez? Et voilà ce que je vois, je remets là-bas indiqué que c'est fonction de transfert complexe. Et donc voilà, c'est fini, puisque c'est exactement la même fonction de transfert que le filtre RC qu'on vient de voir. Donc ça, c'est exactement équivalent à
À condition, bien sûr, que 1 sur RC, la pulsation oméga, ou si vous voulez, le temps caractéristique RC, du circuit RC, soit le temps caractéristique L sur R du circuit RL. Si on a ça, c'est carrément équivalent. OK? Donc, c'est un filtre passe-bas, passe-haut, pardon. Ce qu'on peut voir en se rappelant que lorsque on est à fréquence très élevée, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert, puisqu'on ne peut pas faire varier rapidement le courant dans une bobine. Donc ça, c'est un interrupteur ouvert. Par conséquent, il n'y a pas de courant qui passe, et donc on récupère en sortie exactement ce qu'il y a à l'entrée. Inversement, si on va très lentement, si ça oscille très lentement, la bobine correspond à un court-circuit, à un simple fil. La dérivée du courant est très faible, donc la tension ici, LDI sur dt est très faible, et donc on a juste un courant comme ça. Et donc, donc là c'est court-circuité, c'est-à-dire donc le potentiel ici est le même que là, et donc S tend vers 0. Donc on retrouve le comportement sur la base d'un raisonnement qualitatif. Ok, donc voilà le diagramme de Bode de ce filtre-là. Et si on intervertit R et L, donc l'autre filtre RL, c'est celui qui est comme ceci. L, R. Et ça, c'est l'entrée, et ça, la sortie. Eh bien, on a H, S sur E, qui vaut cette fois R sur R plus JL oméga, c'est-à-dire 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, toujours avec le même oméga 0 ici. Et donc ça, c'est exactement la même fonction de transfert que le filtre RC par lequel on avait commencé. Voilà. À condition toujours que... on peut évidemment ajuster le oméga 0, mais c'est la même forme avec un oméga 0 qui cette fois vaut R sur L. Donc, ça, c'est un filtre passe-bas. Tac. Donc l'idée vraiment, c'est que quand vous avez un condensateur, ça se comporte quasiment comme un fil ouvert à faible fréquence et quasiment comme un court-circuit à haute fréquence. Et quand vous avez une bobine, ben ça se comporte, c'est exactement l'inverse, ça se comporte quasiment comme un fil ouvert, comme un interrupteur ouvert à haute fréquence et quasiment comme un fil, un court-circuit à basse fréquence. Et de ça, vous déduisez ce genre de comportement. Donc c'est très facile de construire des filtres comme ça, un peu basiques, qui vous éliminent les hautes fréquences ou qui vous éliminent les basses fréquences, sans toucher aux autres. Alors après, vous pouvez faire des combinaisons. Vous pouvez éliminer des basses fréquences en dessous d'un certain oméga 0, ou d'un oméga 1, si vous voulez, enfin d'un premier oméga 0. Et puis éliminer les hautes fréquences au-dessus d'un oméga 0'. Vous mettez un filtre RL réglé en filtre passe haut avec une certaine fréquence, puis après vous mettez un autre filtre réglé en filtre passe bas avec une autre fréquence, et donc, suivant comment vous mettez le truc, ça va vous faire ce qu'on appelle un filtre passe-bande, où ça laisse passer qu'une bande, ça va couper les basses fréquences, couper les hautes fréquences. Alors après, donc tout dépend comment vous ajustez les choses, quoi. Donc, typiquement, un filtre un peu élaboré, c'est un filtre qui va associer différents composants qui vont réaliser des diagrammes de Bode qui vont ressembler à ce que vous voulez. Là, par exemple, c'est si vous avez voulu couper le haut et couper le bas. Ça s'appelle un filtre passe-bande.
Ça passe toutes les fréquences dans une certaine bande entre, alors, je vais l'appeler oméga 1 et oméga 2. Et entre oméga 1 et oméga 2. Et on appelle fréquence de coupure à moins 3 décibels la fréquence pour laquelle vous avez le max. Alors le max, c'est pas forcément 0. Hein. Je vais peut-être le faire un autre cas comme ça. De toute façon, on va voir des exemples. Par exemple, vous pouvez avoir un diagramme de Bode de ce type-là, d'accord, qui va faire un truc comme ça, par exemple. Là, vous avez le max. La coupure, la fréquence de coupure, la pulsation de coupure à moins 3 décibels, c'est la pulsation pour laquelle vous vous trouvez à la valeur max, moins 3 dB, c'est-à-dire pour laquelle le gain, c'est-à-dire le module de H, c'est le H max, enfin le module de H max, le gain maximal, divisé par racine de 2. Donc là, il y a un max, et là, vous avez max moins 3 dB. Ça vous donne la fréquence de coupure basse et la fréquence de coupure haute. Et ce qu'on appelle bande passante, je suis obligé d'aller vite, hein, mais je vous rappelle les termes. La bande passante, c'est oméga 2 moins oméga 1. C'est toutes les pulsations qui donnent un gain de sortie, qui donnent un gain du filtre plus grand que le max moins 3 décibels. Donc c'est-à-dire en valeur non décibels, en valeur absolue, le max plus grand que le max divisé par racine de 2. Tac. Vous pouvez aussi avoir bien sûr des filtres coupe-bande. C'est-à-dire qui coupent une bande. Typiquement, vous allez avoir un truc par exemple comme ça. Ou oui, bon. Ouais, ça laisse tout passer, mais ça coupe une bande. Voilà, alors après on distingue les fils du premier ordre et les fils du deuxième ordre. Je sais pas si... Ouais. On dit que c'est du premier ordre quand il y a qu'un terme comme ça. Mais par exemple, si vous faites un filtre RLC, vous allez rapidement avoir des choses qui, si vous écrivez la fonction de transfert, vous pouvez avoir un truc qui s'écrit 1 sur 1 plus alpha oméga sur oméga 0 plus bêta oméga sur oméga 0 carré. Ces coefficients. Là, c'est ce qu'on appelle un filtre du deuxième ordre. Vous avez soit au numérateur, soit au dénominateur, un terme, non pas juste un terme. Pardon, puis ça peut être des complexes. Pas juste un terme au premier ordre, linéaire à oméga, mais un terme du second ordre. Donc je pense qu'on va en voir un exemple peut-être ensemble. À ce moment-là, vous pouvez avoir des diagrammes de Bode. Si on avait le temps, on traiterait des exemples de chaque, hein, mais j'espère que vous avez compris le principe du tracé. Hein, vous cherchez des valeurs asymptotiques, et puis voilà. Donc typiquement, ça, par exemple, souvent, vous pouvez le réécrire en factorisant un peu. Vous pouvez avoir un 1 plus J sur oméga ça, donc 1 sur ça, facteur de 1 plus J oméga sur un oméga 2. Juste en factorisant ça proprement, vous pouvez avoir un truc comme ça. Et alors vous allez avoir un diagramme de Bode qui va par exemple être cette forme-là. S'il est passe-bas, il va faire comme ça. Enfin, là, il est passe-bas dans cette configuration. Voilà, ça va vous faire une première pente ici, puis une deuxième là. Là, vous allez avoir une pente à moins 20 décibels par décale, comme celle qu'on a vue. Et puis là, ça va être moins 40 décibels par décale. Décibels
par décade, hein, tout simplement parce que quand ce terme-là domine, bah, vous avez le mot. Ça c'est la fonction de transfert qu'on a déjà vue. C'est celle qui est encore écrite au tableau. Non, c'est celle quand il n'y avait pas ça. C'était le tout premier qu'on a vu. Ça vous fait moins 20 décibels par décade. Mais si on a, quand oméga devient vraiment grand, ce terme-là devient négligeable. Et donc vous avez la même chose mais avec un carré. Donc quand vous prenez le log, ça fait juste 2 fois plus. Et donc vous allez trouver ça. Bon, je n'ai pas le temps de vous le faire, mais vous voyez le principe. Hein. Vous cherchez des comportements asymptotiques. Quand oméga est très petit, quand oméga est très grand, et quand oméga est très grand devant le petit, devant cette fréquence-là, puis très petit devant celle-là, donc quelque part au milieu, et vous avez des comportements asymptotiques, et après vous regardez où ça se trouve. Ça va vous faire un truc comme ça. Bon, enfin, voilà. Vous voyez l'idée? Bon, j'ai malheureusement pas le temps d'en dire beaucoup plus. Je vous propose qu'on fasse un exo, parce que je crois qu'on va pas avoir beaucoup de temps de toute façon. Alors, je vous laisse le choix. il y a les... ouais, vous en fichez les filtres avec ampli-hop, là, tout ça. Je me disais que ça peut être un bon truc, mais si vous voulez, on fait des diodes. Vous voulez qu'on fasse l'exercice 3, c'est ça? C'est ça ou... Allez. Allez. Alors là, je me suis intéressé à des fonctions de transfert tension-tension. Vous pouvez reprendre même le même RC, par exemple, et puis vous regardez courant par rapport à... Enfin, ça dépend, parce qu'il faut savoir aussi ce qu'il y a de l'autre côté, ce sur quoi on charge. Mais bon, enfin, disons, gardez en tête qu'il peut y avoir des fonctions de transfert qui fassent intervenir des courants aussi, en fonction des exercices. Faites-en, hein, faites autant d'exercices que vous pouvez chez vous. Y compris, il y a des annales corrigées, un tas de choses qui peuvent vous être utiles. Si j'ai le temps, j'essaierai de corriger tout ça, que vous l'ayez quand même quelque part. Alors, l'exercice 3, donc là on a des diodes, c'est vrai qu'on n'a pas encore travaillé avec des diodes. Donc, je reproduis le schéma. Une diode polarisée dans ce sens-là, qu'on appelle D1. Une résistance R3. Une résistance R1. Une résistance R2. Là, il y a la tension V1. Donc on alimente ce truc-là comme ça. Et puis là, il y a une autre diode qui revient, mais qui est polarisée dans l'autre sens. Enfin, plus exactement, qui est orientée dans l'autre sens. Donc vous savez que la diode, c'est un dipôle qui n'est pas réversible. Hein. Il y a une direction dans laquelle le courant peut passer. Je vous rappelle la caractéristique de la diode. Donc, on a des diodes supposées idéales. Donc la tension, pardon, le courant en fonction de la tension sur la diode. Donc dans le sens qui correspond à son orientation. Donc si ça, c'est, je crois, là en l'occurrence, c'est pas ce qui est marqué là, on appelle ça. Ah oui, si, ça, pardon. Donc ça, c'est V de la diode 1 et V de la diode 2 comme ça, oui, c'est ça. Donc si V, courant la tension de la diode est ici positif, alors, c'est-à-dire que si le potentiel est plus élevé ici que là, alors ça passe sans problème. Et par contre, si c'est l'inverse, ça ne passe pas du tout, il n'y a pas de courant. Donc voilà la caractéristique de cette diode. Ok? Ça, c'est la caractéristique de la diode. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On considère le circuit de la figure où les diodes sont supposées idéales, alimentées par une tension sinusoïdale VI de T égale E sin oméga T.
déterminer la tension V0 aux bornes de la résistance R3. D'accord, donc ce qui nous intéresse, c'est ça. La tension ici. V0. Bon. On procède comment? Donc, ça va dépendre si les diodes sont passantes ou pas. Hein. Donc, par exemple, si le potentiel ici est plus élevé que là, alors la diode va être passante, et donc ici on aura un court-circuit. Enfin, ça sera équivalent à un court-circuit. Et puis, donc on peut, voilà, si c'est l'inverse, au contraire, ça correspondra à un interrupteur ouvert. Bref, on peut étudier différents cas en faisant l'hypothèse que telle diode est passante ou pas passante, voir ce que ça donne, et puis en fonction de la tension qu'il y a ici. Donc la tension VI, on a dit que c'était une sinusoïde comme ça. E fois sinus oméga t. Donc il y a des moments où ça va être positif, des moments où ça va être négatif, et suivant le cas, les diodes vont être passantes ou pas, et on verra ce qu'on récupère en R3. Alors commençons par là. Donc à t égale 0, la tension d'entrée là est nulle, et ça monte, donc c'est positif. En tout cas, pendant toute cette période-là, la tension va être positive. Alors que se passe-t-il? On a bien l'impression que ici, donc le potentiel ici est plus élevé que là. Donc là est plus élevé que là. Donc à moins qu'il se passe des choses étranges, le potentiel ici va être plus élevé que là. D'accord? Il y a une différence de potentiel de là à là. Donc ça va être passant, a priori. Donc, représentons le schéma dans ce cas-là. On a en fait, donc la diode devient un fil. Hein, dès lors que VD est positif, en fait, I vaut 0. Pardon. Dès lors qu'elle est passante, I peut valoir ce qu'il veut, la tension sera nulle ici. D'accord? C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Donc c'est un fil. Et puis on a R3, R1, R2. Voilà. Donc on a ici VI. Et donc on a réglé celui-là. Maintenant il faut régler le sort de cette diode-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et est-ce que c'est important déjà? C'est pas sûr que ce soit important. Alors, si elle est bloquée, ben voilà. D'accord? Si elle est passante, alors on a ça. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est supposer qu'elle est... Alors, supposer qu'elle est bloquée, voilà, et à l'inverse, supposer qu'elle est passante et s'assurer qu'effectivement, si elle est passante, on a bien... Enfin, non, on va supposer qu'elle est... Vous dites bloquée? Non, je crois que... oui, bon, d'accord. Bon, voyons, ok. Traitons le cas où elle est bloquée, on va voir ce qui se passe. On prendra l'autre cas après. On va pas faire les deux en même temps. Ok, alors si c'est ça le circuit, qu'est-ce qui se passe? On veut la tension entre là et là. J'appelle ça A et ça B. On veut la tension QAB, en fait. Bon, ben voilà. Donc s'il n'y a pas de courant là, on a une tension ici. Donc le courant ici, c'est VI. Donc je vais appeler I celui-là. Donc I, c'est VI divisé par la résistance équivalente de tout ça. Donc R1 en parallèle avec R2 plus R3. Donc R1 facteur de R2 plus R3
sur R1 plus R2 plus R3, donc je vais le mettre au numérateur. Voilà. Donc I vaut ça. Alors ensuite, si I vaut ça, ah oui, alors I se subdivise ici en I1 et I2. Bah, I3, je vais l'appeler, puis ça passe dans la distance 3. Bon, il se trouve que c'est le même ici, là. Et donc, alors, là, il faut exprimer que la tension, la chute de potentiel ici est la même que là. Hein. Donc, on a R1, I1 qui est égal à R2 plus R3, I3. Et bien sûr, I égale I2 plus I3. Donc nous, on voudrait I3, puisque ce qu'on cherche, c'est cette tension-là. Donc si on a I3, cette tension-là, c'est moins R3, I3. C'est représenté là. Donc on veut I3, donc on va éliminer... Non, c'est I, donc I1 plus I3, pardon. On va éliminer I1 pour avoir que du I3. Et ensuite, on va mettre le I. On va mettre le I et on aura I3 en fonction de tout le reste. Donc I1 vaut ça là, donc I ça vaut I3 facteur de 1 plus R2 plus R3 sur R1. Ok. Donc ça c'est I et par ailleurs I ça vaut ça. Donc tout ça est égal à R1 plus R2 plus R3 sur R1 facteur de R2 plus R3 VI. Donc finalement, I3 égale, si je mets ça au même dénominateur, j'ai R1 plus R2 plus R3 sur R1 ici, là aussi, donc ça fait I3 égale VI sur R2 plus R3. Et là, on va trouver qu'on est vraiment idiot, puisque évidemment, UAB, là, c'est moins UBA, donc c'est moins R3 I3, et donc c'est moins R3, et là on se sent très très bête, et très 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 bête, hein, pour ne pas avoir vu que la tension ici, c'est le diviseur de tension, c'est ça divisé par ça plus ça du total. Évidemment. Oui? Peu importe R1 ici. Entre là et là, il y a une certaine tension, et donc sur cette partie-là, et cette tension CVI, donc sur cette partie-là, il y a R3, c'est R3 plus R2. Donc c'est complètement évident, et on se sent très bête. J'espère que vous vous sentez aussi bête que moi. Bon, en tout cas, on s'en sent un tout petit peu consolé par le fait qu'on ne s'est pas trompé. On a trouvé le résultat, mais enfin, on aurait pu le trouver instantanément. En vrai. Mais bon, du coup, effectivement, comme ça, c'est un fil. Donc, comme ici, finalement, on a VI ici. C'était ça le point clé. C'est que, une fois que ça, c'est un fil, on a ici VI. Donc, bien évidemment, le potentiel, donc le courant passe dans ce sens-là. Et donc, le potentiel ici est plus bas que le potentiel là. Hein, parce qu'on a perdu un peu dans la résistance. Donc, s'il est plus bas ici que là, il est plus bas que là. Et donc, effectivement, cette diode-là est bien bloquée. En fait, ça sautait aux yeux. Hein. Vous voyez, si on avait déformé le circuit pour l'écrire comme ça, là,
ce serait sans doute pas, sachant qu'ici, donc il y a VI, et qu'on cherche ça, j'espère que là, on aurait vu quand même. Enfin bref, voilà la réponse. Donc, tant qu'on est sur la phase positive ici, UAB vaut ça. Okay. Donc en fait, UAB vaut, si je trace UAB sur ce truc-là, donc ça, il y a un certain rapport qui est plus petit que 1, mais c'est négatif, enfin en norme c'est plus petit que 1, donc ça va faire un truc comme ça. D'accord ? Maintenant, quand on est sur une alternance négative de la tension sinusoïdale, alors, je peux effacer ? Voilà, on va essayer de refaire un schéma. Donc quand on est sur l'alternance négative, cette fois c'est le potentiel ici qui est plus élevé que le potentiel là. Donc on est en droit de supposer en tout cas que celle-ci est bloquée et que celle-ci est passante. Le potentiel ici est plus élevé que là. A priori le courant il peut faire tac, tac, tac. Donc cette fois, on va faire proprement tout de suite le schéma. Enfin, d'une façon qui nous saute au-dessus. On s'est fait avoir une fois, mais on va pas se faire avoir deux. Donc on a... Je vais représenter moins VI comme ça, ce sera clair. Et à ce moment-là, donc on a celle-ci qui est bloquée, là. Donc moi, je dirais qu'on a R1. R3, R2, d'accord? Et donc ça, si on fait bouger les résistances, là, ça, en fait, c'est équivalent à R1, R3, R2. Donc on pourrait s'amuser à tout résoudre comme on vient de le faire, mais vu qu'on nous demande juste la tension là, on se fiche de savoir ce que valent les courants, ce qui est certes, et donc sachant que là il y a moins VI, donc là il y a plus VI, là il y a moins VI. La tension ici, c'est cette tension-là fois R3 sur R3 plus R1. OK? Donc UAB, c'est celle-là qu'on veut. Hein. Le V0, ça s'appelait V0 dans le C. C'est R3 sur R1 plus R3 de VI. OK? Alors, vous voyez, c'est intéressant. Donc, alors là, on est dans la partie où VI est négatif. Hein, c'est bien le bon signe, hein? Oui. Oui, on est dans la partie où VI est négatif. Donc, UAB va être négatif aussi. Oui. Mais par contre, pas avec la même valeur. Là, c'était la valeur R3 sur R2 plus R3. Là, c'est la valeur R3 sur R1 plus R3. Hein? Parce que dans un cas, quand celle-ci est bloquée, en fait, le courant il se répartit dans cette branche-là. Enfin, la tension se répartit. La tension est là, entre ça et ça. Et quand c'est celle-ci, j'ai dit bloquée, non. Quand c'est celle-ci qui est bloquée, celle-ci qui est passante, le courant passe comme ça et comme ça. Donc on a cette fraction-là. Quand c'est celle-ci qui est bloquée, celle-ci qui est passante, le courant se répartit dans cette branche-là. Donc on a la fraction R3 sur R1 plus R3. Donc là, on a quelque chose alors, qui est soit plus grand, soit plus petit. Ça dépend du rapport. Si c'est R1 plus R3 est plus grand que R2 plus R3, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Donc. Si c'est l'autre rapport, ça pourrait faire... Enfin, vous avez compris. Oui. Ça pourrait être comme ceci.
etc. Ouais? C'est bon pour tout le monde? Vous êtes fatigué, c'est ça? C'est dur? Vous voulez qu'on stoppe? Quelle heure est-il? Ouais. Non, en fait, en fait, quand on est dans une alternance positive ici, donc le potentiel là est plus grand que là. Donc, a priori, ça va passer comme ça. Par contre, si le potentiel là est plus grand que là, vous voyez que celle-là, elle est polarisée en bloqué en fait. Donc celle-là elle bloque, celle-là elle passe. Donc on le représente. Donc on fait le schéma comme ça, puis on résout le problème. Après, quand on est dans une alternance négative, c'est l'inverse. Là est plus haut, c'est plus haut que là, donc là c'est bon, ça passe. Par contre là, non, ça passe pas. Et donc on ouvre ça et on remplace ça par un fil et on refait le schéma. Ouais. Vous y êtes tous? C'est bon? Plus ou moins? Faut en faire une? Non, ah ouais. Là maintenant. Là maintenant, non. Non, mais enfin voilà, faut s'entraîner un peu, mais vous voyez qu'on est obligé de considérer différents cas, parce qu'effectivement, suivant la polarisation de la diode, elle va passer ou pas passer. Le deuxième cas qu'on a fait là, c'est la polarisation de la diode. Ça, c'est quand celle-ci passe pas. Ok, c'est quand la diode passe. Et celle-ci, oui. En fait, quand elle est pour une diode idéale, quand elle est passante, c'est un fil. D'accord. Et quand elle est bloquée, c'est un interrupteur ouvert, il n'y a rien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas. Eh ben, vous avez tout compris. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Voilà. Pour une diode idéale. Alors après, il y a idéal. C'est-à-dire, en fait, là, j'ai supposé qu'elle était idéale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Parce que en vrai, pour qu'elle soit passante, il faut que la tension soit plus grande qu'une certaine valeur seuil, qui est de l'ordre de 0,7 volts. Mais là, comme on ne nous donnait pas de valeur, je pense qu'on voulait dire idéal. Sinon, ça veut dire que ça va devenir passant. Ça va devenir passant que une fois que on atteint une certaine. Que l'énergie voulue pour la diode sera. Ouais, que la différence de potentiel aux bornes soit. Voilà. Mais là, c'était pas le cas. Hein, donc. Sinon, on vous donnera la valeur seuil, et puis du coup, il faudrait savoir ce que vaut E. Parce que si E est tout le temps en dessous de la valeur seuil, il faut oublier, ça passera jamais. Donc, mais là, c'était idéal. Vous voulez qu'on arrête? Comme vous voulez.